Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le chapitre de SES de Terminal, comment structurer la société française actuelle. Après avoir vu les théories traditionnelles qui accordent une grande place aux classes sociales pour décrire la structure sociale, nous avons vu qu'au cours de la seconde moitié du XXe siècle, un certain nombre de changements avaient lieu qui rendaient cet outil moins pertinent pour décrire la société. Notamment parce que plusieurs changements avaient provoqué le déclin, voire la disparition de la classe ouvrière et donc mis fin à l'opposition fondamentale dans la lutte des classes entre bourgeois et ouvriers, mais aussi parce que vous aviez de façon générale un phénomène de moyennisation qui avait tendance à amalgamer l'ensemble de la société dans une grande classe moyenne. Mais les classes sociales ne se laissent pas faire et on peut au contraire avancer un certain nombre d'arguments qui montrent qu'elles sont encore présentes et qu'elles sont encore utiles pour comprendre la société française actuelle. Au moment où je tourne cette vidéo, cela fait quelques jours que Michel Pinson est mort et donc j'ai voulu lui rendre hommage en le mettant à la une dans cette première diapo de titre de cette vidéo. Donc on peut commencer à parler des classes populaires. Et ici, la terminologie, le vocabulaire est important. Je l'ai dit dans la vidéo précédente, on ne peut plus vraiment parler de classe ouvrière, qui en tout cas est trop faible aujourd'hui pour qu'on puisse l'utiliser comme un outil important pour décrire la structure sociale. Par contre, si on regroupe les ouvriers et ouvrières, les employés, voire une partie des professions intermédiaires et aussi une partie des personnes inactives qui en fait sont exclues durablement du marché du travail, même si elles aimeraient y être intégrées, on peut justement retrouver un ensemble qui serait les classes populaires, qui continuent de se caractériser par justement des inégalités qui restent présentes, qui même ont tendance à augmenter depuis les années 80. Théorie de la moyennisation qui s'appuie sur la réduction des inégalités, c'est au cours des 30 Glorieuses, on l'a dit, les frontières chronologiques pour Henri Mandras, c'est 65-84. Et en fait, depuis 84, les inégalités ont plutôt tendance à augmenter. Donc ça remet du coup les classes sociales comme un outil utile et pertinent pour décrire la société. Et du coup, une question de domination. Ces classes populaires, en effet, ont du mal à se faire entendre politiquement. On en a parlé d'ailleurs un petit peu dans la vidéo sur la disparition de la classe ouvrière. L'auteur qu'on pourrait citer à ce propos, c'est notamment Louis Chauvel, avec sa spirale des classes sociales, où il montre finalement une relation cyclique entre inégalité et conscience de classe. Où au départ, finalement, ce qui est la situation caractérisée par Marx, on est avec des inégalités qui sont fortes et des classes populaires qui n'ont pas conscience de se faire exploiter. Progressivement, justement, elles en prennent conscience, elles se mobilisent pour lutter contre ces inégalités, ce qui permet justement de les réduire. On se retrouve ici. Mais la réduction de ces inégalités, dans le cadre justement du mouvement de moyennisation, provoque la disparition d'une conscience de classe, et notamment d'une conscience de classe ouvrière ou populaire, et plutôt l'identification à une grosse classe moyenne. Donc on retourne ici, ce qui permet finalement à nouveau une augmentation des inégalités, puisque de toute façon, on semble pas y faire vraiment attention. Etc. etc. Si ça devrait continuer comme ça. Mais plus que du côté des classes populaires, c'est du côté des classes dominantes qu'on retrouve les meilleurs arguments pour dire que les classes sociales restent un outil pertinent pour décrire la société française actuelle. Cela se retrouve notamment dans le travail de Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot, sa femme qui, à l'heure où je parle en tout cas, est encore vivante. Là, je vous ai montré 3 couvertures des adaptations de bande dessinée de leurs ouvrages, mais évidemment ce sont avant tout des ouvrages scientifiques, où ces 2 sociologues ont mis en avant à la fois les caractéristiques des personnes les plus riches, des classes dominantes, de la haute bourgeoisie. Donc là, ce qu'il faut quand même distinguer de la notion de cadre, puisque dans la catégorie socio-professionnelle de cadre, elle est beaucoup plus large. Vous retrouvez aussi les enseignants du secondaire et les enseignantes du secondaire et les intermittents et intermittentes du spectacle, donc ce qu'on ne peut pas vraiment appeler des membres de classes dominantes. Et dans leur travail, Monique Pinson-Charlot et Michel Pinson ont justement bien montré à quel point est-ce que ces groupes avaient tendance à accumuler des ressources, et des ressources diverses qui avaient justement tendance à se renforcer mutuellement, avec par exemple cette question du revenu, avoir un revenu très élevé qui permet d'avoir c'est un patrimoine très élevé qui lui-même est source de revenus, ce qui peut être source de prestige et donc aussi permettre d'avoir de nombreuses relations, d'avoir un capital social important
et aussi la capacité de ces groupes à justement mobiliser ces différentes ressources pour défendre leurs intérêts, notamment dans cet ouvrage, et pour justement maintenir leur situation, leur position dominante. Cela se reflète par exemple dans l'importance de l'homogamie. Alors l'homogamie en l'occurrence, ça désigne la situation où se mettent en couple deux personnes qui appartiennent au même milieu social, à la même catégorie sociale. Et donc justement, à travers la question des rallyes de la haute bourgeoisie, il s'agit justement de faire en sorte qu'on reste finalement, que la famille reste dans le même milieu social, mais on retrouve aussi des phénomènes d'homogamie qui sont peut-être moins volontaires, mais toujours présents dans les milieux populaires. Et on peut aussi mettre en avant les limites de la mobilité sociale. Certes, celle-ci a plutôt augmenté depuis au cours de la seconde moitié du XXe siècle, mais elle reste limitée, et notamment pour les positions les plus élevées, ce qui a plutôt du coup tendance à dire que les classes sociales restent un outil pertinent. Pour autant, on ne peut pas non plus ignorer l'augmentation des facteurs d'individualisation et l'apparition d'autres facteurs de structuration et de hiérarchisation de l'espace social. Mais pour finalement combiner la pertinence, le maintien de la pertinence des classes sociales avec l'apparition d'autres facteurs, ou plutôt en fait le fait qu'on se rend compte que ces facteurs sont importants et sont visibles, puisque les questions d'inégalité entre femmes et hommes ou les questions de racisme systémique et structurel ne sont pas nouvelles, elles sont juste plus visibles aujourd'hui qu'elles ne l'étaient auparavant, mais elles ont toujours existé finalement. On peut utiliser la notion d'intersectionnalité qui a été élaborée par la juriste et politiste américaine Kimberly Crenshaw. Cette notion a notamment pour but de montrer que les différents facteurs de structuration et de hiérarchisation de l'espace social n'agissent pas de façon indépendante, ne se combinent pas non plus de façon purement mathématique, en se disant bon bah vous perdez tant de salaire parce que vous appartenez aux classes ouvrières, puis tant de salaire parce que vous êtes noir par exemple, mais se combinent et que justement à l'intersection de plusieurs facteurs de structuration et de hiérarchisation de l'espace social, on retrouve des situations uniques, des questions de domination qui d'ailleurs peuvent changer aussi selon les contextes. Et que justement, dans certains contextes, on va plutôt être dans une position dominée et dans d'autres, plutôt dans une position dominante. En l'occurrence, Kimberly Crenshaw a élaboré cette notion dans le cadre de l'étude d'un procès pour discrimination envers des femmes noires. Et l'entreprise qui refusait de les embaucher disait « Mais nous, on fait pas de discrimination. Regardez, on a des hommes noirs qui travaillent dans nos entrepôts et on fait pas de discrimination non plus contre les femmes parce que regardez, on a des femmes blanches qui travaillent en tant que secrétaires chez nous. Donc, on a des noirs, on a des femmes, donc on fait pas de discrimination contre les femmes noires. » Et justement, ce qu'a voulu mettre en avant Kimberly Crenshaw, c'est qu'il fallait justement regarder l'intersection de ces deux facteurs de structuration, donc le genre et la race au sens sociologique, pour comprendre la position dominée de ces personnes. Sans surprise, le programme est trop timide, trop prudent pour parler de race, même au sens sociologique et politique du terme, puisqu'évidemment il n'y a pas de race au sens biologique, mais, même pour évoquer simplement la notion d'intersectionnalité, c'est encore trop associé au wokisme, c'est trop sensible politiquement, mais par contre, le programme nous parle de l'articulation entre les classes sociales et le genre. Et justement, ce qu'on voit à l'intersection des dominations de classe sociale et de genre, c'est que si on utilise un seul de ces critères, on ne peut pas comprendre totalement la situation des femmes appartenant aux classes populaires. En effet, il existe des inégalités entre les femmes et les hommes, c'est incontestable. Et ces inégalités se retrouvent aussi bien dans les classes supérieures que dans les classes populaires. Mais elles ne reposent pas sur les mêmes mécanismes. Dans les classes supérieures, on va retrouver des phénomènes, souvent d'ailleurs sur lesquels on se concentre, sur la question du plafond de verre, donc finalement une ségrégation verticale où on empêche les femmes d'accéder à des postes de direction élevés, bien rémunérés. Donc les femmes auront moins accès aux postes les mieux rémunérés, ce qui va donc nécessairement créer des inégalités entre les femmes et les hommes. Alors que du côté des classes populaires, on va plutôt retrouver un phénomène éventuellement de ségrégation qu'on pourrait dire horizontale, c'est-à-dire que
Certes, on va classer dans les classes populaires des femmes et des hommes, mais qui en fait n'occupent pas exactement les mêmes emplois et qu'on va retrouver les femmes dans plutôt certains secteurs d'activité assez différents des secteurs occupés par les hommes, notamment tous les emplois qui sont liés à la question du care, donc des soins aux personnes, que ce soit dans l'enseignement, le travail social ou la santé, mais aussi tout ce qui peut être lié au ménage et à l'entretien, notamment s'il n'y a pas de dimension industrielle, parce que dans le nettoyage et l'entretien industriel, on va retrouver finalement plus d'hommes avec cette question industrielle qui prend le dessus sur la partie entretien. Mais surtout, la principale source d'inégalité entre les femmes et les hommes dans les classes populaires, c'est la question du temps partiel. Si vous regardez à même temps de travail, donc ce qu'on dit en équivalent temps plein, finalement les inégalités sont assez faibles entre femmes et hommes appartenant aux classes populaires. Sauf qu'en réalité, dans les classes populaires, les femmes sont plus souvent à temps partiel que les hommes, ce qui se retrouve moins dans les classes supérieures, et par conséquent, qui dit temps partiel dit salaire partiel, et d'où justement des inégalités qui vont être assez importantes. Donc voilà en gros les trois sources des inégalités de revenus entre les femmes et les hommes. Phénomène de plafond de verre et ségrégation verticale qui empêche les femmes d'accéder aux emplois les mieux rémunérés. Phénomène de ségrégation horizontale et question justement de la socialisation différenciée qui conduit les femmes et les hommes à occuper des emplois différents. Et enfin, question du temps partiel qui pénalise et qui ampute une partie, le revenu des femmes d'une partie. Et finalement, si vous ne regardez que la question des classes sociales, vous ne pouvez pas comprendre toutes ces inégalités, de même que si vous regardez que la question du genre. Il faut croiser ces deux perspectives pour bien comprendre les différentes situations qu'on va retrouver ici. Et je voudrais terminer par un exemple justement d'intersectionnalité entre le genre et la race, donc qu'on peut a priori pas spécialement utiliser dans une copie de bac, mais qui reste quand même utile et qu'on peut essayer de placer si on l'explique suffisamment, en l'occurrence la question des Karen. Aux États-Unis, une Karen, c'est un terme en argot américain pour désigner des femmes blanches qui vont utiliser justement leur statut de femme pour mettre en avant leur vulnérabilité et finalement faire preuve de racisme, pas forcément de façon volontaire, mais en tout cas justement de façon systémique et structurelle, contre justement des hommes noirs. Là, en l'occurrence, l'exemple qu'on peut donner, un exemple qui a été très médiatisé au moment où il est apparu et qui est bien représentatif de la situation, c'est la situation de cette personne qui donc s'appelle Amy Cooper, qui promenait son chien dans un parc, mais en l'occurrence dans une partie du parc qui était interdite aux animaux parce qu'elle était justement réservée à l'observation des oiseaux et par conséquent pour éviter de déranger les oiseaux, il était interdit de promener son chien. Donc elle le fait, donc elle est contre le règlement du parc, et quelqu'un qui observait les oiseaux, qui en l'occurrence était un homme noir, lui fait remarquer et lui dit est-ce qu'elle peut pas aller se promener dans une autre partie du parc pour qu'il puisse observer tranquillement les oiseaux. Et justement la réaction d'Amy Cooper, c'est d'appeler tout de suite la police en disant que cet homme qui ne lui fait que rappeler le règlement du parc qu'elle est en train d'enfreindre, elle se sent menacée par cet homme, il est en train de l'agresser et elle appelle la police pour se défendre. Donc il ne s'agit pas ici évidemment de remettre en cause la légitimité et la réalité du sentiment de vulnérabilité, de menace qu'a pu éprouver cette femme, mais simplement de mettre en avant que justement cette question du sentiment de vulnérabilité et de fragilité a été plus forte parce qu'elle a été face à un homme noir et que en l'occurrence elle s'est sentie légitime pour appeler la police pour se défendre, alors que en réalité s'il y avait quelqu'un qui posait problème, c'était plutôt elle qui ne respectait pas le règlement du parc. Mais évidemment, dans d'autres situations, c'est plutôt la question du genre qui va prendre le dessus et qui va la mettre dans une situation dominée. En tout cas, on comprend bien ici que justement cette histoire, cette relation de domination qu'il y a eu avec cet homme, elle ne pouvait pas se déployer de la même façon si, à la place d'Amy Cooper, on avait eu quelqu'un qui s'appelait Andrew Cooper, qui serait un homme blanc, qui lui du coup n'aurait pas pu mettre en avant son sentiment, en tout cas pas de la même façon, pas avec la même légitimité, son sentiment de vulnérabilité et de se sentir menacé.
Pour conclure, finalement, on peut dire que les classes sociales restent un outil utile, mais que ce n'est pas le seul outil qu'on peut utiliser pour décrire la structure sociale et que finalement, si on se contente d'un seul outil, d'un seul critère de structuration et de hiérarchisation de l'espace social pour décrire la société, on ne va voir qu'une partie de la réalité. Et qu'il est justement important de combiner plusieurs facteurs, la classe sociale, le genre, la question de la race par exemple, la question du territoire, pour comprendre les différents phénomènes de domination qui existent et qui traversent la société française actuelle et les sociétés développées contemporaines de façon générale. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de l'indiquer en laissant un petit pouce bleu, voire un commentaire, et de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et moi, je vous souhaite une bonne journée.